messieurs, au nom de l'ensemble de la région académique Île-de-France et de la chancellerie des universités, je vous souhaite la bienvenue en Sorbonne. C'est encore le temps des vœux et donc je me permets de vous présenter à tous mes vœux de réussite, de santé, de bonheur pour 2024. Je commencerai par saluer l'Académie des sciences morales et politiques. Depuis 2020, notre partenariat désormais établi permet à des milliers de lycéens d'accéder au savoir d'académiciens de renom. Et nous tenons à vous accueillir dans cet endroit, la Sorbonne, et précisément le grand amphithéâtre, qui symbolise parfaitement le cycle de conférences des académiciens en Sorbonne. Derrière moi, un petit peu caché par l'écran, vous avez le bois sacré, peint par Puvis de Chavannes, qui représente des allégories de l'éloquence, de la philosophie, de l'histoire, de la science et de la poésie. Nous abordons à travers ce cycle de conférences des sujets très variés, avec des grands noms dans le domaine des neurosciences, de l'histoire, de la géographie, de la politique. Depuis la rentrée, nous avons eu le privilège de recevoir le secrétaire perpétuel, Bernard Stirn, et Dominique Sénéquier, la grande chef d'entreprise. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur de la Rosière, un ancien haut fonctionnaire d'exception. J'insiste sur la chance que vous avez de le voir aujourd'hui parmi nous. Monsieur, vous êtes d'abord diplômé de Sciences Po, vous avez passé des licences en lettres, en littérature, vous êtes énarque, vous appartenez au cercle très restreint des hauts fonctionnaires qui ont dirigé une organisation internationale de premier plan. Vous avez commencé votre carrière en France en tant qu'inspecteur des finances et vous avez notamment été à la tête de la très prestigieuse direction du Trésor. Et puis vous avez été directeur général du Fonds monétaire international. Et puis vous avez été gouverneur de la Banque de France, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. C'est une carrière tout à fait exceptionnelle qui fait de vous un témoin privilégié des crises financières qui se sont succédées lors de notre dernier demi-siècle. Et c'est en cette qualité que vous allez aujourd'hui évoquer l'illusion financière, pour reprendre le titre de votre livre, dans laquelle nous sommes, selon vous, plongés. C'est le titre, je l'ai dit, d'un livre que vous avez publié en 2022 et que vous qualifiez volontiers de cri d'alarme. Je vous laisse bien entendu la primeur de développer plus avant votre propos. Disons simplement que la financiarisation a atteint des proportions jamais observées auparavant, du moins en temps de paix. Et selon vous, les conséquences pour nos sociétés sont très graves, avec un endettement qui augmente, un investissement qui diminue, et puis le chômage des jeunes, et enfin, et surtout, des inégalités sociales qui se renforcent, minant notre cohésion sociale, notre cohésion nationale. En France, 10% des plus aisés détiennent 60% des actifs. Il y a aussi cette question fondamentale de la transition écologique. Pour vous, les banques centrales doivent rester concentrées sur la stabilité des prix pour que la transition soit la plus efficace possible. Pour d'autres, comme la directrice actuelle de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, elles doivent continuer à soutenir des entreprises performantes d'un point de vue écologique. Votre conférence permettra à nos élèves de mieux comprendre ces notions. Nul doute que vous avez largement entendu parler d'inflation ces derniers mois. Tout augmente, les courses pour vos parents, au supermarché, le chauffage, l'électricité. Je crois qu'il est important de comprendre les ressorts de cette inflation de notre système financier, car c'est aussi une question intimement démocratique. Or, en tant que citoyen ou futur citoyen,
tous les élèves que vous êtes seront amenés à voter au cours des prochaines années. Je suis sûr que vous aurez, cher monsieur l'académicien, que vous saurez aborder ces questions de manière très pédagogique, comme à votre habitude. Et comme à chaque fois, votre temps d'exposé, si vous l'acceptez, sera suivi d'un temps d'échange. Et j'espère que les questions de nos élèves, comme d'habitude, seront nombreuses. Pour terminer, je souhaite à nouveau vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence ce matin. Dans un monde, on la qualifie de polycrise, mais en tout cas de plus en plus numérique, ces rencontres physiques dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, entre les élèves, c'est-à-dire vous, le futur ciment de la nation, et les institutions que nous représentons, l'Académie des sciences morales et politiques, avec toute sa sagesse et toute son expérience, les gens qui, comme moi, sont aux affaires pour vous mener vers le meilleur, eh bien, je pense que c'est important de pouvoir cultiver la curiosité, le plaisir de l'échange, de l'argumentation, qui forment nos valeurs humanistes, comme nous le rappelle chacun des grands hommes qui sont autour de nous. Et sans plus tarder, je vous laisse, monsieur l'académicien, la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour ces paroles bienveillantes et qui me touchent. Je voulais vous remercier très particulièrement pour cette initiative. Je voulais aussi remercier tous les élèves qui sont présents parce que vous me faites un très grand plaisir en m'invitant dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. J'ai fréquenté ces lieux il y a très longtemps, parce que je suis un homme âgé, dans les années 45, 46, 47. Et j'ai conservé le souvenir de l'amphithéâtre, qui est un des plus beaux centres intellectuels, de culture, d'enseignement qui existent dans le monde. Et donc, on a tous beaucoup de chance d'être ici ce matin. Alors, je vais vous parler d'un sujet apparemment un peu technique, mais en fait, qui est un sujet qui symbolise ma pensée depuis quelques années. Nous savons tous que le monde s'est beaucoup endetté depuis plusieurs décennies. Et ce qu'on appelle la financiarisation, c'est-à-dire l'importance croissante que revêt depuis une cinquantaine d'années la finance internationale et donc l'endettement qu'elle comporte dans le développement du cycle économique. Le cycle économique, qui était économique, est devenu financier. Et il a atteint des proportions jamais observées auparavant, du moins en temps de paix. Mais vous me direz quelle est la gravité de ce phénomène, quelles sont ses conséquences sur la solidité de notre système économique et financier, sur le fonctionnement de l'économie et peut-être même sur l'avenir de nos sociétés. Depuis longtemps, je me posais ces questions. Elles me semblaient d'autant plus importantes qu'elles sont très peu étudiées et que nos élites dirigeantes apparaissent davantage tentées de recourir à l'endettement que de réfléchir aux conséquences de leur penchant. Et plus j'avançais dans cette recherche, plus je découvrais des phénomènes inquiétants, plus dangereux que je ne l'avais imaginé au départ. Et je vais vous en faire part. Je procéderai en 3 étapes brèves. Premièrement,
quelle est l'ampleur du phénomène de la financiarisation? Deuxièmement, quelles sont les conséquences les plus importantes de cette dépendance croissante à la finance? Et enfin, comment en sortir? L'ampleur du phénomène. J'ai pris une approche nouvelle pour étudier ce phénomène. C'est celle du bilan global de l'économie mondiale. Plutôt que de me concentrer sur l'économie mondiale sous l'angle du produit intérieur brut, du PIB, j'ai pris une approche complémentaire qui m'a paru plus éclairante, celle du bilan financier global de notre planète. Ce bilan global n'existe pas parce que les responsables de la comptabilisation des économies regardent toujours le produit intérieur brut, le PIB, qui est d'ailleurs une mesure indispensable et qui mesure chaque année l'évolution de la production. C'est donc une approche par les flux, c'est le montant produit chaque année. Alors que la perspective du bilan, telle que l'appliquent communément les sociétés, a l'avantage de cerner l'évolution des actifs et des passifs des économies nationales en englobant dans le calcul les ménages, les sociétés financières, non financières, ainsi que les États. Le cabinet McKinsey a développé à cet égard une méthodologie remarquable. Elle permet d'agréger au plan mondial les analyses réalisées à l'échelle des principales nations pour aboutir à un bilan global. Cette analyse dont je me suis inspiré m'a permis de mieux comprendre et d'évaluer la portée du phénomène de la financiarisation et de l'étudier sur une période longue, une période d'une vingtaine d'années. L'avantage de cette méthode est de permettre le rapprochement des données PIB, c'est-à-dire la production réelle, de celles concernant l'évolution des actifs, la richesse, et les passifs, c'est-à-dire l'endettement. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette incursion dans le bilan global de notre monde? La dette globale a atteint aujourd'hui le record historique de 300 trillions de dollars, c'est-à-dire 300 000 milliards de dollars. Ce chiffre représente à peu près 360% du PIB de la production mondiale et n'a jamais été observé auparavant en temps de paix. Ce calcul est fondé sur les valeurs contractuelles, mais non sur les valeurs de marché, qui sont, elles, largement supérieures. D'autre part, la qualité de cette dette énorme s'est beaucoup détériorée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Les cotations médiocres représentent environ 50% du total du marché, alors que le pourcentage de ces entreprises était traditionnellement de 25% du marché. Autrement dit, la dette a énormément augmenté, mais la qualité de la dette a énormément diminué. Il est évident qu'une pareille détérioration de la qualité des sociétés endettées favorise les défauts et l'apparition de crises financières quand les marchés se retournent. Il faut ajouter que la dette publique, celle qui est encourue par les gouvernements, a explosé depuis 2000. Elle est passée de 70% du PIB mondial en 2007 à 130% en 2020, c'est-à-dire un quasi-doublement en 20 ans. Alors, le bilan
global que j'étudie s'est donc massivement gonflé. Il a en fait triplé depuis 20 ans et représente aujourd'hui le record historique de 18 fois le produit intérieur brut mondial. La richesse nette telle qu'elle est évaluée par les marchés a augmenté beaucoup plus vite que le PIB et que les revenus. Et c'est là une rupture importante avec les antécédents historiques. Il faut savoir que sur longue période, il y avait un rapport pratiquement fixe entre la quantité des passifs d'une part et d'autre part l'évolution de la production. Autrement dit, avant l'an 2000, c'est-à-dire avant hier, la valeur des actifs évoluait généralement en harmonie avec le produit intérieur brut. Quand la production intérieure brute augmentait, disons, de 3%, en gros, le financement qu'il avait fallu pour arriver à ce résultat était de l'ordre de 3%. Or, depuis 2000, et c'est une vérité que l'on ne vous enseigne pas dans vos lycées, depuis 2000, ce lien entre la croissance de l'endettement et la croissance de la production n'existe plus. Et la croissance économique, en fait, a été assez modeste depuis 20 ans, et vous en savez quelque chose, puisque le chômage est apparu comme une vérité permanente. La croissance économique a été modeste depuis 20 ans, alors que les valorisations qui figurent au bilan que j'essaye de pourchasser ont bondi. Alors, vous me direz, peut-être, les valorisations ont augmenté, l'endettement a augmenté, les actifs aussi, et ça n'a pas d'importance. Alors, c'est cette fausse vérité que je m'applique à analyser, à démontrer, sans jamais avoir été contredit par les économistes en place. On a calculé que 77% de la croissance de la valeur nette du bilan de 2000 à 2020 proviennent de la hausse des prix et des valorisations boursières, et seulement le reste, c'est-à-dire 23%, de la création de ressources et de valeur ajoutée. Alors je vous demande de réfléchir avec moi un instant sur ce chiffre de 77%. Ça veut dire que tout l'effort de la production qui génère, le cas échéant, une augmentation du PIB, se dissipe, pour utiliser une phrase un peu symbolique, se dissipe à hauteur de 77% en augmentation de valeur, mais pas en augmentation réelle. Alors, dans un environnement où les valeurs d'actifs, qu'ils soient financiers ou immobiliers, bondissent face à une économie réelle en faible croissance, la croissance économique depuis 20 ans tourne autour de 2%, plusieurs phénomènes inquiétants se produisent. Et je veux vous introduire dans le caractère inquiétant à mes yeux, parce que je ne suis pas le porte-parole des économistes officiels, mais je suis le porte-parole d'un économiste qui essaye de regarder la réalité et pas d'absorber la propagande qu'on lui assène à chaque instant.
Alors, les conséquences de cette financiarisation sont que, d'abord, c'est le système financier lui-même qui favorise l'endettement. Et curieusement, il favorise l'endettement, mais pas l'investissement productif. La deuxième chose, c'est que les inégalités sociales se renforcent, puisque la hausse des valorisations d'actifs, qui représentent plus des 3/4 de l'effort économique mondial, concerne en général 10% de la population. C'est à peu près l'ordre de grandeur. 10% de la population est favorisée par l'augmentation des valorisations financières et boursières. Les 90% n'ont pas accès à ces facilités. Alors, si vous avez ça en tête, vous voyez qu'aux États-Unis, les 10% de la population la plus aisée détiennent 71% du total des actifs, alors que les 50% les moins riches ne détiennent que, tenez-vous bien, 1,5% du total. Pour la France, les chiffres sont 60% qui sont détenus par les plus riches et 5% pour ceux qui sont moins favorisés. Troisième point, le premier étant espèce d'auto-génération de l'endettement, le deuxième étant la croissance de la dette. Le troisième, c'est que, curieusement pour beaucoup, les investissements productifs n'ont pas augmenté pendant la période de cette très forte croissance de l'endettement. C'est peut-être l'enseignement le plus inquiétant que je tire de mes travaux. On ne vous le dit pas, parce que le dire, c'est déjà poser le problème et c'est déjà inquiéter. Et donc, dans un système de communication où il ne faut pas inquiéter, c'est-à-dire dans un système qui est dominé par la propagande et par l'écrasement des opinions plus dissidentes, peut-être quelquefois, on ne vous dit pas que l'investissement productif global a en fait diminué. Si vous mesurez le stock des investissements productifs, c'est-à-dire que vous photographiez tous les équipements, les usines, les biens de production, vous voyez qu'ils ont diminué de 3,5% du PIB mondial, ce qui est énorme, de 2000 à 2019. Autrement dit, pendant 20 ans, l'endettement a dépassé significativement l'investissement qui diminue. On a calculé qu'il a fallu en moyenne mettre en jeu 4 $ de financement avec la dette et ce qui est assimilé à la dette pour créer 1 $ d'investissement net durant cette période. L'économie productive est donc beaucoup plus consommatrice de financement qu'auparavant. Et enfin, les détenteurs d'actifs financiers jouent sur les différences de valorisation sur les marchés beaucoup plus que sur la prospective de gains sur une détention longue d'obligations qui serait axée sur l'augmentation de la capacité productive. Autrement dit, on a
la pire des combinaisons. On a beaucoup d'endettement, donc beaucoup de fragilité, parce que quand on dit endettement, on dit aussi société et acteurs endettés. Et plus on est endetté, plus on risque de ne plus pouvoir payer sa dette et d'engendrer une crise financière. On a donc les inconvénients propres à l'endettement massif, mais aussi on a une réduction de l'investissement productif, ce qui n'est pas recherché par les auteurs de cette financiarisation. Et alors je reviendrai sur ce point dans un instant parce qu'il est essentiel pour la compréhension du sujet que j'aborde avec vous. C'est la politique monétaire très accommodante, c'est-à-dire qui crée beaucoup de monnaie, qui a permis à cette financiarisation de s'épanouir. C'est un point essentiel. Les banques centrales ont pratiqué une politique très généreuse de création monétaire depuis longtemps. D'abord, elles ont maintenu, jusqu'à très récemment, les taux d'intérêt à des niveaux très bas. En fait, quand on défalque ces taux d'intérêt dits directeurs de l'inflation, on voit qu'ils sont restés négatifs en termes réels depuis 20 ans. Ça aussi, c'est une constatation qui est en général tue, parce qu'elle peut poser problème. Nous vivons dans un système où on sélectionne les vérités, non pas en fonction de leur résistance aux tests et à l'analyse, mais on les sélectionne en fonction du résultat que l'on cherche. Et j'ouvre ici une parenthèse parce que vous êtes dans un haut lieu de l'esprit. Et les personnages qui nous entourent sont des personnages qui seraient hérissés par ce que je vous dis. Et ce que je vous dis, c'est que quand une vérité dérange, le paradigme qu'on essaye de préserver, elle n'existe plus. Et donc, le fait que les taux d'intérêt officiels, les taux directeurs des banques centrales, aient été maintenus pendant 20 ans à un niveau en termes réels, c'est-à-dire défalqué de l'inflation, à un niveau négatif, devrait vous intriguer et m'intriguer. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales ont considéré que l'argent qu'elles émettaient n'avait pas de valeur, puisque la rémunération était négative. Et quand vous êtes une banque centrale et que vous partez de l'idée que la monnaie que vous émettez n'a pas de valeur, vous entrez dans le monde des apprentis sorciers. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'argent soit la seule denrée sur le marché qui n'ait pas de valeur. Si vous fabriquez de la farine, vous considérez que vous avez produit un effort, que vous avez payé des salaires pour arriver à ce résultat et que la farine, ça vaut quelque chose. Et le quelque chose que ça vaut est fixé par le marché, par l'offre et la demande de farine. Mais la monnaie, c'est différent. La monnaie, ça se crée et ça n'a pas de valeur. Alors c'est une réflexion dans laquelle je veux vous conduire, parce que si vous estimez que la monnaie n'a pas de valeur, et même a une valeur négative,
ce qui a été le cas pendant une vingtaine d'années, vous avez des conséquences qui s'en suivent et qui sont absolument faramineuses. Et la première conséquence, c'est l'augmentation de l'endettement. Puisque la Banque centrale me permet de m'endetter et que ça ne coûte rien, puisque je n'aurai pas à payer de rémunération sur l'épargne que j'ai catalysée, allons-y. Et c'est ce mariage entre le taux d'intérêt zéro en termes réels et la croissance de l'endettement qui est l'élément vicieux du paysage que je suis en train d'explorer avec vous. En plus de ce que je viens de dire et qui est un peu général, il y a eu une volonté de la part des banques centrales d'acquérir des quantités croissantes d'obligations, notamment des obligations émises par les États pour financer leur déficit budgétaire. Les banques centrales ont acheté des titres financiers dans des proportions massives. Si vous prenez par exemple le stock d'actifs financiers achetés par la Banque centrale des États-Unis, c'est-à-dire la Fed, vous voyez que la valeur de ces actifs était traditionnellement de l'ordre de 20% du PIB et c'est monté à 42% en 2022, une vingtaine d'années après. Et pour la Banque centrale européenne, c'est encore plus saisissant puisqu'on est passé de 16% en termes de PIB en 2008 à 74% en 2022 en ce qui concerne ces achats. Alors, il faut bien comprendre que plus une banque centrale achète sur le marché des actifs financiers, plus leur valeur augmente et plus le taux d'intérêt diminue. Si les banques centrales, tout d'un coup, et ça a été tout d'un coup, à partir de 2008, pénètrent le marché des titres pour en acheter des quantités démesurées, comme il y a beaucoup de demandes de la part des banques centrales, les prix de ces actifs augmentent. Et quand les prix des actifs augmentent, le taux d'intérêt qui leur est attaché diminue. Alors, cette politique continue. Elle s'est arrêtée maintenant, depuis 1 an et demi, mais cette politique continue de création de liquidités par les achats de banques centrales a eu des effets délétères. Elle a favorisé la détention de placements courts au détriment d'obligations productives à long terme. C'est la fameuse trappe à liquidité que craignait le grand économiste Keynes. Il disait que les taux d'intérêt devaient être suffisamment bas pour favoriser l'investissement. Mais il disait aussi qu'il ne fallait pas que les taux d'intérêt soient trop bas. Parce que s'ils étaient trop bas, et ça a été le cas des 20 dernières années où il était à zéro, s'ils sont trop bas et que vous supprimez toute rémunération sur les actifs financiers, plus la tentation des épargnants, qui sont des êtres rationnels, sera de choisir des placements très liquides, c'est-à-dire des comptes en banque ou même des billets que l'on met sous son oreiller. Ces actifs, certes, ne sont pas mieux rémunérés que les actifs longs, mais au moins ils présentent l'avantage de ne pas courir de risques et de pouvoir être mobilisés à tout instant quand on veut en faire quelque chose. Alors, j'ai voulu étudier cette caractéristique de la
trappe à liquidité de Keynes en ce qui concerne l'économie, et en particulier l'économie européenne. Et ce que j'ai vu, c'était que la théorie de Keynes était totalement appliquée. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution depuis 20 ans de la part la plus liquide des investissements des ménages européens, c'est vrai pour la France, c'est encore plus vrai pour l'Allemagne et les autres, vous voyez que cette part super liquide, si je puis dire, augmente d'une manière asymptotique. Et donc, la conséquence de cette super liquidité des épargnes, c'est qu'elles ne se portent plus sur des projets représentatifs de croissance économique à long terme, parce qu'à ce moment-là, le risque qui est encouru quand on décide d'immobiliser son épargne pour une période longue, pour accompagner un projet écologique, le risque qui est un risque de détention longue d'une obligation et qui est un risque aussi de réussite ou de pas réussite de la filière qu'on a choisie. Ce risque, si vous ne le rémunérez pas, ce qui a été le cas depuis 20 ans, vous ne le prenez pas. Et vous gardez votre argent liquide. Et le fait que les banques centrales n'aient pas compris, ou pas voulu comprendre, l'importance de cette vérité pourtant keynésienne me surprend. Autrement dit, on a voulu favoriser l'investissement puisque l'argent ne coûtait plus rien. La réaction normale de qui que ce soit, de vous, de moi, c'est de penser que si l'argent ne vaut rien, chic alors je vais investir. Et c'est une contre-vérité. C'est pas chic alors je vais investir. C'est tant pis, je ne suis plus rémunéré sur mon épargne, je vais la garder sous forme ultra liquide. Et le fait que les épargnants se soient détournés des actifs risqués à long terme qui n'étaient plus rémunérés pour aller sur du court terme absolu a été délétère pour l'évolution de l'investissement. C'est une des grosses responsabilités dans le caractère très, très modeste de la croissance que nous avons connue depuis une vingtaine d'années. Alors, on peut donc légitimement se poser la question pourquoi les banques centrales n'ont-elles pas mieux surveillé la hausse du crédit et pourquoi elles ont laissé les taux d'intérêt calculés en termes réels inférieurs à 0 pendant de longues années. Alors mon livre et mes recherches donnent une réponse à ce qui apparaît comme une énigme. Et cette réponse est la suivante. L'environnement inflationniste a été faible jusqu'en 2021. Le vieillissement de nos populations qui freine la demande et aussi la globalisation qui a laissé entrer dans le monde avancé les produits en provenance de pays émergents comportant de très faibles coûts de main-d'œuvre, qui a détérioré de la sorte la compétitivité des entreprises occidentales, explique la faiblesse de l'inflation observée dans les années 2000 à 2020. L'inflation d'équilibre, celle qui permet d'éviter à la fois la déflation et l'hyperinflation, se situait en fait au cours de ces années autour de 1% par an. Mais au lieu de laisser le champ libre à cette inflation d'équilibre, les banquiers centraux ont voulu
à tout prix, pour des raisons que je n'ai pas réussi à pénétrer, ils ont voulu à tout prix atteindre le chiffre magique de 2% d'inflation par an. Or, cet objectif était à la fois arbitraire et en contradiction avec les données réelles du marché. On a voulu néanmoins, du côté des banques centrales, forcer les choses pour atteindre 2%. Et ce faisant, on a créé une surliquidité qui a fini en 2021 par se traduire par la forte inflation actuelle qui a atteint jusqu'à 10% par an, qui s'est un peu améliorée et qui est aggravée par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, mais qui n'est pas le seul fruit de l'augmentation des matières premières. On a voulu nous dire l'inflation s'est déchaînée à cause de la guerre d'Ukraine et à cause de la hausse des prix de l'énergie. C'est une contre-vérité. L'inflation a commencé 1 an avant la guerre d'Ukraine. Et 1 an avant la guerre d'Ukraine, on ne pouvait pas dire que c'est la guerre d'Ukraine qui poussait l'inflation. Ce qui poussait l'inflation, c'était la politique monétaire qui avait été poursuivie d'une manière très dangereuse. Alors, je vais vous faire part d'un souvenir. Quand j'ai été nommé gouverneur de la Banque de France, j'ai eu ma première journée, comme on a toujours sa première journée, au lycée comme ailleurs. Et ma première journée, ça a consisté à écouter les dirigeants de la Banque de France sur le sujet de la politique monétaire. Et donc, moi je n'étais pas un monétariste à l'époque. Je voulais m'enquérir. Et à la fin de la journée, j'ai dit, mais il faut résumer cette journée. Si vous aviez à formuler un conseil pour ce nouveau gouverneur de la Banque de France, qui n'est pas un spécialiste de la question, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus important? Alors il y en a un qui est sorti du lot, qui a eu le courage de dire, écoutez, il y a 2 choses qu'il faut que vous surveillez très attentivement. La première chose, ne laissez pas le crédit s'envoler. Parce que si le crédit s'envole, vous allez avoir de l'inflation. Et la deuxième chose, c'est surtout ne prêtez pas au gouvernement. La Banque centrale, ce n'est pas fait pour acheter des titres publics. J'ai trouvé que ça avait l'air raisonnable. Aujourd'hui, ayant cette conversation que je vous livre à l'esprit, qu'est-ce que les banques centrales ont fait? Elles ont laissé le crédit augmenter sans la moindre correction, le moindre freinage, et elles ont acheté massivement des titres publics, c'est-à-dire qu'elles ont massivement aidé les pouvoirs publics à financer leur déficit budgétaire. Alors, je suis tenté de vous dire, comme dans les petits journaux pour enfants qu'on avait de mon temps, et qui s'appelait « Chercher l'erreur ». Il y avait 2 dessins qui étaient apparemment les mêmes, mais il y avait un petit détail. Dans un des dessins, c'était ça l'erreur. Et je me suis souvent dit, chercher l'erreur. Comment se fait-il que sur les 2 points que ces hommes très expérimentés de la Banque de France me livraient comme les choses les plus importantes, surtout ne prêtez pas au gouvernement et surtout surveillez la pente du crédit. Pourquoi ces 2 choses, non seulement n'avaient pas été un élément de mise en garde, mais avaient été puissamment aidées par la politique monétaire actuelle? Alors, vous me direz, mais votre exposé, il est trop beau, vous êtes en train de nous asséner des vérités qui
qui nous plonge dans le désarroi, parce que comment se fait-il qu'on ait pu se tromper à ce point? Alors, je crois que c'est assez simple, la raison. La première raison, c'est qu'on a négligé le rapport entre la création monétaire et l'inflation. L'inflation est un phénomène monétaire. Si on crée trop de liquidités face à une production et une croissance faible, on aura un jour de l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'équation quantitative de la monnaie. Le mot est un peu pompeux, mais la chose est très simple et elle a été démontrée mathématiquement pour la première fois en 1558 par un Français, un économiste français qui s'appelait Jean Bodin. Et il disait, si vous créez trop de signes monétaires par rapport à une production stable, vous finirez par avoir de l'inflation. Pas tout de suite, mais un jour vous en aurez. Et cette vérité a été reprise ensuite par l'école américaine de Friedman, bien longtemps après, et théorisée d'une manière remarquable. Et ça n'a jamais été démontré. Alors, ce rapport entre la création monétaire et l'inflation, il est fondamental. Mais il est très difficile de l'établir, ce rapport, parce qu'il y a des quantités d'éléments qui interviennent entre la croissance quantitative de la monnaie et l'inflation qui peuvent retarder, voire différer pendant longtemps l'apparition de l'inflation. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ces éléments, c'est la vitesse de rotation de la monnaie, c'est le désir d'avoir des soldes monétaires à sa disposition, et ces éléments-là sont difficiles à calculer. Mais la difficulté qu'on a à calculer un rapport ne devrait pas être la négation du rapport. Elle devrait être au contraire un exercice d'humilité. Je ne comprends pas tout dans l'équation monétaire et je vais donc m'acharner à comprendre davantage. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu donner une valeur quasi religieuse au chiffre de 2% d'inflation par an, comme je vous l'ai dit, alors qu'en réalité c'était un chiffre arbitraire et qui n'avait rien de l'optimum économique. Il était en fait à 1%. On s'est trompé de 1%, mais l'erreur a eu une gravité considérable. Et le dernier élément que je donnerai à l'explication de comment se fait-il qu'on ait été aussi loin dans l'erreur, c'est que les banques centrales ont voulu devenir populaires en se concentrant sur les objectifs écologiques, sociaux, au détriment des impératifs de la stabilité monétaire. Quand vous conduisez une politique, quand vous êtes à la tête d'une banque centrale qui conduit cette politique, il faut bien faire attention. Si vous voulez avoir un ensemble complexe d'objectifs à votre disposition, c'est-à-dire je veux que le monde soit meilleur, je veux que le monde soit plus écologique, je veux qu'il y ait plus d'insertion sociale dans le système. Et puis, oui, il y a aussi la monnaie. Si vous faites ça, en fait, vous perdez de vue l'élément central de votre objectif, celui du banquier central, qui est celui de la stabilité de la monnaie. Et vous entrez dans des domaines sympathiques, populaires, mais qui vous détournent du droit chemin.
Alors, j'en viens à la fin maintenant de mon exposé, qui est comment sortir de cette situation de financiarisation extrême. Alors, si vous aviez un jour la curiosité de lire mon livre, vous verriez comment j'aborde ce sujet de comment en sortir. Je peux résumer mes préconisations. D'abord, il faut s'occuper de la stabilité monétaire et arrêter de considérer ou de prétendre considérer que la monnaie est une matière première dont on peut augmenter la quantité par simple décision des banques centrales pour faciliter le financement des budgets de l'économie. La monnaie n'est pas l'équivalente de biens réels. Elle doit être protégée des risques d'instabilité. Ça a l'air d'être très banal, ce que je vous dis là. Mais rien de ce que je vous dis là n'a été respecté. La deuxième chose, c'est qu'il faut rémunérer l'épargne et pas la taxer avec des taux négatifs. On n'a jamais vu dans toute l'histoire économique une période de prospérité économique se réaliser avec une épargne à rendement négatif. Les gens ne sont pas aussi bêtes qu'on le croit. Si on leur demande de canaliser leur épargne à long terme et qu'en bout de compte, ils vont recevoir quelque chose de négatif, c'est-à-dire une taxe, ils préféreront garder leur argent en liquide. Et c'est la deuxième chose. Et enfin, il faut mettre l'accent sur la croissance réelle du produit intérieur brut, sur les gains de productivité, sur une rémunération salariale adéquate et pas 77% de l'effort dans des valorisations qui ne sont profitables qu'à une toute petite quantité de personnes. Alors, pour permettre cette croissance du PIB, pour élargir les limites de la productivité d'une économie, il faut privilégier la durée du travail, alléger les dépenses publiques qui plombent la fiscalité des entreprises et empêchent celles-ci d'être compétitives, ce qui pousse à la désindustrialisation dramatique que connaît notre pays. Il faut rééquilibrer le système des retraites, qui est en France le plus coûteux du monde. C'est pas compliqué, c'est le plus coûteux. Et alors on a fait un effort modeste dans cette direction. Il faut favoriser le long terme plutôt que le court terme, ce qui suppose une rémunération positive de l'épargne. Il faut éliminer les dépenses publiques discutables, génératrices de déficit budgétaire, au profit de dépenses de recherche, de formation, d'éducation. Nous sommes confrontés à une mutation intellectuelle de grande ampleur. Il faut s'y préparer et favoriser le capital humain. Il ne faut pas croire aux vertus d'un paradigme qui a subrepticement glissé vers l'encouragement aux valorisations d'actifs financiers plutôt que la rémunération du travail, à la formation et à la production. Nos élites dirigeantes, et il y a un oxymore dans cette expression, ont présidé depuis 2 ou 3 décennies à la destruction du tiers de notre industrie manufacturière. Comme disent les jeunes, il faut le faire. C'est un résultat phénoménal. Au chômage des jeunes, il faut savoir que les jeunes sont en chômage à 20%, alors que le taux est de 7% en Allemagne. Ils ont présidé au record de la dépense publique. Notre dépense publique en termes de PIB est proche de 60%.
alors que la moyenne européenne est inférieure à 50%. Leur action a été dominée par la peur des réformes structurelles. Et tout ça s'explique en grande partie par une dépendance extrême à la dette et à l'incapacité d'entreprendre des réformes qui sont peut-être politiquement difficiles, mais qui sont indispensables. Alors, la transition écologique ne pourra pas s'effectuer sur les bases que je viens d'indiquer, car si on veut la réussir, cette transition écologique, il va falloir mobiliser de l'épargne. Il est illusoire de penser que ce sont les gouvernements exsangues qui ont tous des dettes publiques massives qui vont pouvoir financer directement les investissements productifs de l'avenir. C'est une illusion. Cette réorientation de l'épargne qu'on a voulu pourchasser pendant 20 ans est importante et possible. D'autres l'ont réalisée, mais elle suppose deux choses. D'abord, qu'on comprenne le problème, qu'on ait une vision, et deuxièmement, la volonté de le faire. Et je ne vois pour le moment dans nos élites dirigeantes, comme on dit, ni vision, ni volonté. Et donc, on s'occupe de ce qui est superficiel, on s'occupe de la longueur des robes, on s'occupe de beaucoup de choses qui ont trait aux mœurs, mais on ne s'occupe pas de l'avenir de vous, de vos enfants. On ne s'occupe pas de la capacité de notre économie à nous faire réussir nos vies. Et on est tributaire d'une addiction, c'est comme la drogue, à la dette. Et en dehors de la dette, pas de salut. Alors, je ne suis pas de cette vue-là. Mon appel est un appel corrosif, pour ne pas dire révolutionnaire. Vous avez devant vous un vieillard qui ose penser d'une manière un peu différente de la propagande générale. Et je vais conclure par un souvenir. C'était en 1940. Aucun d'entre vous n'était né, mais moi j'étais né. Et en 1940, j'avais 11 ans. Et je me souviens comme si c'était hier. Les Allemands étaient en train d'envahir la France à une rapidité phénoménale. Ils avaient développé cette tactique, cette stratégie plutôt, de la percée des chars à toute vitesse. Ils ne s'occupaient pas de savoir s'il y avait de la logistique derrière. Ils pensaient qu'à une chose, c'était à foncer. Et ils ont foncé. Et moi, j'avais 11 ans. Et à 11 ans, on n'est pas idiot, on écoute. Ma mère mettait tout le temps la radio pour avoir les nouvelles. Et qu'est-ce que j'entendais à la radio? J'entendais, et j'ai encore la voix du speaker. Il disait que l'armée française était en train de battre les Allemands, qu'elle répondait avec une réactivité et un courage à la percée allemande, et qu'on allait voir. Et en même temps que j'écoutais ça, je regardais par la fenêtre. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais ce qu'on appelait la débâcle, c'est-à-dire des populations entières qui fuyaient l'arrivée des Allemands et qui allaient vers le sud, ne savaient même pas où elles allaient. Et c'était des chariots, des voitures, des vélos, des vieillards, des enfants. Et je me disais, et c'est ça que je veux partager avec vous, comment se fait-il
que dans l'état dramatique de la débâcle française qui était là à la perception de tous, comment se fait-il que, j'appelais ça des grandes personnes, pouvaient mentir de cette manière éhontée, parce qu'il n'y avait aucun rapport entre la réalité et ce que disait le speaker. Et de cette anecdote m'est venue une chose, et c'est peut-être elle qui est la plus importante de cet exposé. C'est qu'il ne faut pas croire les grandes personnes, comme je disais à l'époque, pour ce qu'elles vous racontent. Il faut les croire dans la mesure où ce qu'elles racontent est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous servir toute votre vie, parce que 90% de ce que vous entendez, ce que vous voyez dans les journaux, que vous voyez à la télé, c'est de la propagande. Et donc, cultivez votre esprit, qui est celui des grands hommes que vous avez autour de vous, qui étaient tous dans leurs disciplines différentes, mais qui étaient tous animés par une chose, c'était l'observation des faits qui vous permettait de conclure, et pas l'inverse, c'est-à-dire on conclut avant d'observer les faits. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur, pour cette intervention. Vous avez fait un constat, vous dites vous-même, monétariste de la situation financière, et Friedman avait souhaité une indépendance des banques centrales pour éviter justement que les banques centrales répondent aux sollicitations des États et que forcément ça se termine en inflation. Hayek proposait plutôt de ne pas confier les banques centrales aux États et de laisser la libre concurrence entre les banques pour que chaque banque émette une monnaie. Ces banques étant en concurrence, elles auraient tout intérêt à préserver leur valeur. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui s'interroger sur le long terme, peut-être pour ne pas laisser les monnaies, les banques centrales, aux mains des États? Oui, ce que vous dites est très intéressant et n'est pas du tout impossible à envisager. La plus grande partie de l'histoire humaine a été vécue sans banque centrale. Il n'y avait pas de banque centrale. Il y avait des banques commerciales qui faisaient du crédit. Et elles faisaient du crédit à l'ancienne, c'est-à-dire qu'elles examinaient la personne qui demandait de l'argent, qui demandait un crédit, pour voir si la capacité qu'ils avaient à rembourser était vérifiée. Et le système était un système concurrentiel entre banques. Seulement, à partir d'un certain moment, c'était vers la fin du XVIIe siècle, on a considéré que c'était une bonne idée de contrôler, de fédérer, si vous voulez, les banques commerciales avec une institution qui pourrait apporter un élément de contrôle. Parce qu'il y a des inconvénients à ne pas avoir une banque centrale. La liquidité du marché tous les jours est une obligation de la Banque centrale. Il faut que le système des banques qui se prêtent de l'argent tous les jours pour honorer leurs obligations, il faut que ce système fonctionne. Et il y a des jours où la liquidité n'est pas suffisante. Et donc là, la Banque centrale intervient et elle achète des titres au marché et elle injecte de la liquidité dans le système. Donc, pour des raisons ne serait-ce que de liquidité quotidienne, on a plutôt intérêt à avoir une banque centrale. La question fondamentale qui est derrière votre observation, c'est est-ce que les banques centrales ne vont pas être tentées de changer le jeu et de favoriser le financement des déficits budgétaires qui,
présente dans certains cas de gros inconvénients. Et la réponse à ça, c'est que les banques centrales sont tombées dans le piège de ce qu'on appelle en anglais la tentation de la dépense publique. Et alors on a voulu parer à cette tentation en conférant aux banques centrales ce qu'on appelle l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a dit vous ne financerez des États que si vous, dans votre sagesse collective, vous le considérez comme normal. Et la tentation de venir en aide au gouvernement à travers l'émission monétaire, en principe, était cantonnée, était préservée. Mais en fait, les banques centrales sont tombées dans ce piège parce que, sans qu'elles acceptent de le reconnaître, elles ont considéré que le fait d'assurer de l'argent au gouvernement à très faible taux était quand même positif. Et c'était ce que mon président de la Banque de France me disait le premier jour. Il me disait surtout ne faites pas ça. Et donc le système a glissé. Et l'indépendance des banques centrales qui devait nous préserver de ces excès n'a pas fonctionné. Et moi j'ai une théorie là-dessus qui est très personnelle. Je pense que ce qui est important, ce n'est pas l'indépendance légale de la banque centrale. Ce qui est important, c'est l'indépendance des gens qui la dirigent. Si vous avez des gens vraiment indépendants à la tête des banques centrales, ils ne font pas ce qui a été fait. Et quel que soit le système juridique en place. Ma question est assez bête, mais elle a le mérite d'être sincère. Vous parlez abondamment de propagande. J'aimerais des explications sur ce terme et à qui profite cette propagande et qui la développe. Je vous remercie. Qui la développe, c'est les gens qui sont en place. Imaginez-vous un instant que vous êtes le ministre des Finances d'un pays comme la France et qu'on vous dise que vos collaborateurs, type de l'ENA, avec complet croisé, vous disent « Mais monsieur le ministre, ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de faire des réformes, puisque de toute façon, vous pouvez accéder à l'argent sur les marchés et que cet argent ne vous coûte rien. Et même, il peut vous rapporter quelque chose quand les taux sont négatifs. » Est-ce que vous croyez que ce ministre va vous dire « Non, 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 je m'abstiens de cette tentation et je vais affronter le pays sur des réformes ». Non, le propagandiste est incité à propager la propagande quand ça lui est profitable. Et le taux d'intérêt zéro, c'est la drogue absolue. Donc, c'est eux qui sont avantagés par la propagande. La propagande, ça consiste à adapter la vérité telle qu'elle est, telle qu'on la conçoit, telle qu'on l'observe, de l'adapter de façon à ce qu'elle soit plus polissée, elle soit plus lisse, elle soit plus agréable à entendre. C'est ça le désir du propagandiste. Et c'était le désir de ce qu'on appelait les actualités à l'époque où je vous parlais en juin 40. Pas trop de vagues. Disons les choses qui plaisent. Et en démocratie, comme d'ailleurs en non-démocratie, ce qui est important,
c'est de partager avec le public les problèmes qu'on a. C'est pas de décréter une propagande, c'est de rechercher la vérité. Alors ça, c'est une conception démocratique qui est la mienne, qui n'est pas très répandue. Si vous regardez le débat qu'on a en France, par exemple pour les élections présidentielles, pratiquement jamais on entend parler de ce que j'ai raconté ce matin. Non, c'est la petite phrase, c'est ce qui amuse, c'est ce qui intrigue, mais c'est pas l'avenir des jeunes, c'est pas la financiarisation de l'économie, c'est pas le fait que les budgets se financent avec de la création monétaire. Ça, c'est vrai pour les démocraties scandinaves, ça. Et les journalistes scandinaves sont des gens qui ne font pas de cadeaux aux candidats. Quand ils n'ont pas répondu à une question de fond, en essayant de l'esquiver ou de s'en tirer avec un bon mot, etc., ils reviennent à la charge. Et ils disent non, vous n'avez pas répondu à la question. Et donc on a un débat qui est plus fouillé, qui est plus exigeant. En France, on n'a pas de débat, presque pas. Et ça, c'est dû au fait que notre tradition n'est pas d'enquêter, de rendre plus difficile. Les journalistes sont très largement responsables de ça. Ils considèrent que tout ce monde-là, c'est un monde qui se connaît, qui eux-mêmes vivent de subventions publiques. On ne s'attaque pas. Et moi, je voudrais qu'on s'attaque un peu davantage et qu'il y ait un peu moins de propagande. Il y a un petit livre d'une philosophe qui s'appelle Madame Tiercelin, qui vient de sortir. C'est un livre qui n'a pas plus de 50 pages. Et il mérite d'être lu. Elle est professeure au Collège de France. Et elle montre qu'on a changé de cap. Autrefois, c'était l'observation qui permettait de dégager des lois, des correspondances, des rapports, et on travaillait sur cette observation. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est la conclusion. La conclusion avant l'observation. Et après, on érige la conclusion comme une vérité. Ça, c'est le retour au Moyen-Âge. C'est ce qu'on avait à l'époque où l'Église disait à Galilée, non, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, la Terre est centrale, la Genèse le dit. Et nous sommes, à mon avis, dans une période en dehors des sciences dures, où, en tout cas pour les sciences humaines, on est en régression intellectuelle, c'est-à-dire qu'on met le résultat recherché comme la conséquence intellectuelle de la vérité, et ce n'est pas vrai. C'est un vrai sujet, ça. C'est un sujet qui dépasse complètement mon exposé. Mais ce qui m'intrigue, c'est que tout ce que je raconte dans ces livres, et j'en ai un autre en préparation qui va sortir, n'est jamais critiqué, on n'a jamais dit c'est une erreur, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de financiarisation. Et les conséquences de la financiarisation ne sont pas celles que vous indiquez. Je n'ai jamais reçu une critique de ce genre. Et je me dis que si j'avais vraiment déraillé dans mon analyse et dans le fait de tirer les conséquences, on m'aurait eu au tournant, on ne m'aurait pas fait de cadeau. Donc, soyez prudents.
regardez les faits. Il y avait un grand géographe, je crois que c'était Brune, qui disait à ses étudiants en géographie, commencez par observer. Ne dites rien, vous observez. Et vous racontez ce que vous avez observé en matière géographique. Et la deuxième étape, c'est observer. C'est toujours observer. Deuxième étape. La troisième étape, quand vous avancerez dans vos observations, peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez établir des liens, des rapports entre les événements, les éléments que vous avez observés. Et peut-être que vous pouvez trouver des constances dans ces liens. Et quatrième et dernière étape, peut-être qu'un jour, vous pourrez énoncer des lois, mais peut-être que ça vous arrivera jamais dans votre vie professionnelle. Ça, c'était une attitude scientifique. Observez les faits. Essayez de comprendre les faits. Voyez s'il y a des rapports. Et des rapports qui tiennent la route. Et ce que je réprouve dans le système actuel, c'est qu'il faille que ce soit moi qui sorte ces bouquins qui sont des bouquins très, très décapants pour finalement n'avoir aucune espèce de réaction. Et c'est dommage, parce que ça mériterait au moins une discussion. M. de la Rosière se trompe sur toute la ligne. Ben, je n'ai jamais entendu ça. Et donc, cultivons le débat, cultivons la compréhension des faits. Essayons de nous comporter un peu comme Galilée, qui disait « moi je veux bien, mais j'ai regardé l'étude, j'ai fait l'étude des astres, et je peux vous dire que la Terre, elle tourne. » Et pour moi, c'est un exemple. Alors, ce n'est pas un exemple absolu, parce qu'il a fini par abjurer. Force de la propagande. Il a été convoqué devant un tribunal religieux qui lui a dit « votre enseignement est en contradiction avec la Genèse ». Parce que la Genèse dit que Dieu a créé la terre au centre de tout le système. Et vous, vous dites que non, que la Terre, elle tourne autour d'un astre. Et c'est intolérable. Et Galilée, qui voulait avoir la paix, parce que l'Église avait mille moyens de le persécuter, a fini par signer l'abjuration. Il disait qu'il s'était complètement trompé. Et il avait un copain près de lui pendant qu'il signait. Et il disait au copain à haute voix, « Eppure, gira, et pourtant elle tourne la terre ». Et donc il avait gardé sa liberté d'esprit, mais il s'était quand même soumis à la propagande. Et c'est une belle histoire, parce qu'elle montre la fragilité humaine aussi. T'es un homme comme un autre. Voilà, merci beaucoup mes amis. Et pourtant, elle tourne. Merci pour ce dernier mot. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre une dernière question Oui, bien sûr. Alors, bonjour monsieur. J'avais une question. Vous avez parlé du fait que la Banque Centrale Européenne s'engage dans des politiques socio-économiques plutôt que purement économiques, alors que sa fonction primaire est de stabiliser la monnaie et a le devoir d'être apolitique. Que pensez-vous de la Banque Centrale Européenne qui respecte un agenda politique spécifique alors que ce n'est pas son rôle, et que cette démarche porte clairement atteinte aux principes fondateurs du devoir d'abstention politique de cette entité transgouvernementale? Merci beaucoup. Bonjour, académicien de la Rosière, stagiaire de l'Écluse dans une préparation militaire de la Marine nationale. Je suis un élève de terminale à Blanche de Castille à Villemomble. Je souhaite savoir quelles sont vos prédictions sur cette crise et aussi en combien de temps pouvons-nous revenir à des taux de 2% en France. Merci pour votre présence. Bonjour. Alors,
Comment peut-on expliquer l'augmentation du taux d'épargne des Français malgré un taux d'intérêt faible? Mais il y a beaucoup de questions, ça me fait plaisir. Voilà les réponses. De voir que ça a suscité des interrogations. Alors, la BCE, je n'en dirais pas grand-chose, parce que c'est une banque qui n'a pas respecté ses engagements et les statuts qui la dirigent. Et parce qu'en principe, elle ne doit pas créer de la monnaie à des fins autres que la stabilité monétaire. Et elle a créé beaucoup de monnaie, elle a créé jusqu'à 70% du PIB européen en monnaie qui n'était pas justifiée par cela. Donc voilà ce que j'en pense. La deuxième question, c'était quelles sont les prévisions pour la sortie de crise. Je n'ai pas de prévision pour la sortie de crise, parce que j'ai une vue assez sombre de ce qui est en train de se faire. Et je ne vois rien dans les mesures prises par les gouvernements successifs qui aillent dans une direction de sortie de crise. Ce que je constate, c'est que le gouverneur de la Banque de France s'inquiète beaucoup du fait que le crédit est plus cher pour les accédants à la propriété, alors que nous sommes dans une bulle immobilière probablement la plus importante qu'on ait jamais eue. Et le fait qu'un gouverneur de banque centrale s'inquiète du fait que le crédit est un peu plus cher, alors qu'il faut modérer la bulle, me paraît assez représentatif d'une école de pensée qui est stimulons, stimulons. Et puis la troisième question, ce qui est très curieux, c'est que le taux d'épargne des ménages, en France en particulier, mais ailleurs aussi, résiste à ce qu'on appelle la répression financière, c'est-à-dire l'abaissement de la rémunération de l'épargne à zéro. Et ça aussi, ça a beaucoup étonné, parce qu'on s'était dit, les gens vont épargner moins, puisqu'ils ne tirent aucune espèce d'avantage de leur épargne, et donc ils vont consommer. Et comme c'est une théorie de l'expansion de la demande interne qui préside à nos palais ministériels, ça aurait été chic alors, l'épargne va réduire. Et en fait, l'épargne ne s'est pas réduite. Et vous avez raison de poser la question. Elle a augmenté. Et le taux d'épargne dans des pays comme la France ou l'Allemagne ne fait qu'augmenter. Alors, c'est en contradiction avec la politique de la facilité monétaire. Et ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas confiance. Parce qu'on leur raconte depuis 20 ans que c'est la facilité financière qui est la solution, et ils s'aperçoivent que la facilité financière n'est pas la solution. Parce que l'économie croît difficilement, que le chômage reste, même s'il s'est réduit, reste encore très élevé. Et donc, ils n'y croient pas. Et quand on ne croit pas, on se protège. Et l'augmentation du taux de l'épargne, malgré le fait que l'épargne n'est plus rémunérée, est un des, je dirais, des mystères un peu rassurants. Parce que ça veut dire que les gens, finalement, pensent que c'est le capital qu'ils mettent de côté qui va les sauver, et pas les verbiages des gens qui sont dans les palais ministériels. Alors ça, c'est pas mal. Et ça explique cet apparent paradoxe, c'est que bien que je ne sois pas rémunéré sur mon épargne, j'épargne. Et évidemment, je déplais beaucoup aux banques centrales, parce que je devrais normalement, si j'épousais la propagande, devrais me porter sur la consommation. Tout à l'heure, pour illustrer vos propos, vous avez parlé de la débâcle de 1940.
Vous le savez mieux que nous, mais à partir de ce moment-là, il y a une résistance qui s'est mise en place pour combattre l'oppression des nazis. Aujourd'hui, nous, vous comparez un peu qu'on subit la même oppression au niveau financier. Comment nous, à notre âge, on pourrait résister au même titre, face à ce système au même titre que ceux qui ont résisté en 1940 ? C'est une bonne question. Ce qu'il faut, c'est ce que vous pouvez faire, vous, les élèves qui sont présents aujourd'hui, chacun d'entre vous, c'est de garder une interrogation face à ce qu'on vous raconte et vous dire, est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est un grain, c'est une semence. Ça n'a pas beaucoup d'influence immédiate, mais posez-vous la question, parce que on énonce tant de contre-vérités dans le monde actuel que rien que de dire « est-ce que c'est vrai ?» c'est d'abord un acte de résistance intellectuelle parce que vous posez la question. Et d'autre part, ça vous aidera parce que petit à petit, l'étudiant, il y a un parcours dynamique là. Vous êtes des élèves. C'est unilatéral. Vous recevez des choses qui viennent d'en haut, de vos profs. Bon, c'est normal. Mais dans votre vie d'étudiant, si vous avez une vie d'étudiant, vous allez dépasser le stade de la réception passive de la vérité qu'on vous enseigne. Et c'est là que le petit ferment dont je parle va être utile. Parce que quand vous ferez des études supérieures, on ne vous assènera pas des vérités. On vous demandera de faire des recherches, de lire des choses. Et quand vous lirez des choses, vous verrez que c'est des choses diverses. Ce ne sont pas des choses qui sont absolument homogènes. Et à ce moment-là, votre capacité à poser des questions, à réfléchir, tout ça, ça va primer. Donc, c'est une réponse un peu dynamique que je vous fais. Posez-vous la question, est-ce que c'est vrai ? Et petit à petit, dans votre vie d'étudiant, mesurez, avec l'observation des faits, des autres doctrines, des théories, etc., vous mesurez ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Quand j'étais élève, j'acceptais ce qu'on me disait, sauf pour l'épisode de juin 40, mais parce que c'était trop tranché. Et puis petit à petit, il faut vous forger votre indépendance. Parce que finalement, c'est ça qui compte dans la vie. C'est pas seulement l'accumulation des faits, des compétences, c'est aussi la capacité à vous dire est-ce qu'il n'y a pas des problèmes en dessous, est-ce que c'est pas plus compliqué, et c'est très utile. Moi, je sais que je me dis souvent, ma carrière, ça a été un cadeau du ciel. J'ai eu des responsabilités formidables, mais jamais, dans le cours de ces responsabilités, je n'ai pris pour acquises et définitives les vérités qu'on m'énonçait. Jamais, ça. Et donc, j'ai vécu, si vous voulez, une période d'apprentissage sur 50 ans qui était animée par le désir de comprendre et de partager ou de ne pas partager les vérités qu'on m'assénait. Donc, oui, nous vivons dans un monde de propagande, mais chacun de vous, intellectuellement, est un petit trésor de personnalité, de résistance,
de rationalité. Et c'est ça qui est important. Parce que qu'est-ce que vous venez chercher ici? C'est d'avancer dans la compréhension du monde. C'est pas simplement de joindre les mains et de remercier ceux qui vous parlent. C'est plus que ça. Et quand vous aurez cultivé ce ferment de questionnement, etc., vous en verrez les conséquences positives. Et voilà. Merci, Monsieur de la Rosière. Merci à tous.